Malgré le petit chelem de Djokovic et ses rivalités intenses naissantes avec Sinner, Alcaraz, Rune, l'année 2023 n'a pas tenu toutes ses promesses en termes de splendeur, de spectacle et de grands moments. On pourrait même en venir à dire que 2023 est peut-être la pire année depuis un bon moment. Alors ça peut paraître un peu provocateur étant donné qu'on a quand même eu des gros matchs et la confirmation que Djokovic est le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Mais si on est 100% honnête, on doit faire ce constat avec notamment ces 3 finales en Grand Chelem, Open d'Australie, Roland-Garros, US Open, où il ne s'est absolument rien passé, où à aucun moment les adversaires de Djokovic se sont montrés menaçants. Alors pourquoi ce circuit procure beaucoup moins de plaisir et d'émotion alors qu'il y a quelques années, nous vivions encore l'âge d'or du tennis? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre pour comprendre comment on a pu basculer si rapidement vers un circuit moins plaisant, voire fade. Pour comprendre le circuit d'aujourd'hui, je pense qu'il faut remonter un peu en arrière avec notamment cette décennie 2000 qui est une sorte de transition entre l'ère Sampras-Agassi et le renouveau du tennis qui a insufflé avec notamment l'arrivée de Roger. Entre 2000 et 2004, on a Agassi qui gagne ses Open d'Australie, on a Kuerten qui gagne Roland-Garros, on a Sampras qui est sur la fin avec ce triomphe à l'US Open 2002, mais on voit que tous ces champions sont sur la fin. On a d'autres joueurs qui viennent insuffler une super dynamique, comme Lleyton Hewitt qui a fait beaucoup de bien au circuit à cette époque-là, en remportant l'US Open 2001 à 19 ans et Wimbledon 2002 à 20 ans. Roddick aussi qui prenait la relève de Agassi et de Sampras en remportant l'US Open en 2003 à l'âge de 21 ans. Marat Safin qui gagne l'US Open à l'âge de 20 ans. Mais on a aussi le Suédois Thomas Johnson qui remporte l'Open d'Australie 2002 à 26 ans. Ou même un Ivan Isevic qui remporte Wimbledon 2001 à l'âge de 29 ans. Donc en fait on a une diversité de profils, un tissu de champions très diversifié, où on a 5 à 6 potentiels vainqueurs pour chaque Grand Chelem. Et regardez-moi ce top 10 fin d'année 2004 où on a quand même 7 vainqueurs de Grand Chelem dans la liste: Federer, Roddick, Hewitt, Safin, Moya, Agassi et Gaudio. Ajoutez à cela 3 machines de guerre: Tim Henman, Guillermo Coria et David Nalbandian. Donc on a un top 10 hyper dense et hyper relevé. Ensuite en 2003-2004, on a les premières de Roger Federer tout simplement, avec Wimbledon en 2003 puis cette année 2004 de folie qui nous fait, où il s'impose comme le nouveau patron du circuit et il ne laisse plus rien à personne. En 2004 il remporte l'Open d'Australie, Wimbledon, l'US Open et le Masters comme Djokovic en 2023. Et on a une ultra domination de Roger Federer sur le circuit. Il est seul au monde, il se gave de Grand Chelem. Il redéfinit les codes du tennis avec un jeu qu'on pourrait qualifier de transitoire, étant donné qu'il était très porté vers l'avant avec un schéma service-volée qu'il maîtrisait à la perfection. Mais il était très à l'aise du fond du court avec un jeu qu'il aura su faire évoluer tout au long de sa carrière. En 2005, c'est l'apparition d'un petit Mallorquin, Rafael Nadal, qui s'est incrusté au sommet du tennis mondial jusqu'à prendre une grosse part du gâteau. Il a privatisé tous les tournois sur terre battue, mais il s'est également imposé sur dur dès 2005 en remportant Montréal, Pékin et Madrid qui se jouaient sur dur à cette époque. Et en 2005, il a cumulé 79 victoires pour 10 défaites, donc une année exceptionnelle pour Nadal pour son entrée dans le game. En 2006 et 2007, on a un compromis entre Federer et Nadal où Federer dit à Nadal: prends ton Roland-Garros, moi je prends tout le reste, à savoir Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Donc c'est ce qui se passe en 2006 et 2007. Sauf que Nadal il s'y retrouve pas trop dans ce compromis, il se dit que 1 contre 3 c'est pas très équitable. Donc en 2008, il va lui shipper Wimbledon au terme d'une finale exceptionnelle, je suis sûr que vous avez les images en tête. Nadal se permet même de remporter la médaille d'or au JO à Pékin, sauf que 2008 signe aussi l'arrivée de Novak Djokovic au plus haut niveau en remportant son premier Grand Chelem à l'Open d'Australie. En 2009 et 2010, on a Nadal et Federer qui complètent chacun leur palmarès. Roger Federer remporte Roland-Garros, le seul Grand Chelem que lui manquait, et Nadal réalise une grande saison en faisant le petit chelem qui sera le seul de sa carrière et remporte à l'âge de 24 ans l'US Open et complète donc les 4 titres du Grand Chelem. Sur ces 2 années, 2009 et 2010, sur les 8 majeurs, 7 sont remportés par Nadal et Federer. Et regardez-moi encore une fois ce top 10 fin 2009, encore un top 10 juste exceptionnel. Un top 10 tellement solide. Alors si on est un peu dur, on se dit que les deux intrus sont Verdasco et Davydenko étant donné qu'ils n'ont jamais joué de finale en Grand Chelem. Mais voilà, le tout reste vraiment impressionnant. Et regardez-moi ces grands gaillards au Masters fin 2009. Alors là, j'aurais pas du tout aimé être la balle. Ça envoie du très très lourd, les 8 joueurs sont prêts à en découdre. Et tiens, dites-moi en commentaire sans tricher qui a gagné cette édition du Masters en 2009. Indice, il est debout sur cette image. Quoi qu'il arrive, on a un peloton de grands champions et si vous suiviez le tennis à cette époque, chaque tournoi était relevé avec quand même 4 ou 5 prétendants pour chaque gros tournoi.
La décennie 2010, une génération dorée. Alors sauf si comme Julien Pichenet vous n'aimez pas les ultra-dominations, je pense que vous avez forcément kiffé cette décennie 2010. Personnellement elle m'a fait rêver, c'est la première que j'ai suivie à fond et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Pour la décortiquer rapidement, en 2011 on a l'explosion de Novak Djokovic qui a bouleversé le duo Federer et Nadal. Il s'est joint à la fête sans aucune invitation et a complètement marqué de son empreinte le circuit. En 2011 il a gagné, accrochez-vous bien, l'Open d'Australie, Indian Wells, Miami, Belgrade, Madrid, Rome, Wimbledon, Montréal et l'US Open. Et les 6 matchs qu'il a joués contre Nadal cette année, il les a remportés, c'était 6 finales. Imaginez-vous Rafael Nadal après son petit chelem en 2010, il a joué 6 finales face à Novak Djokovic et il les a toutes perdues. Donc en 2011, on a un vrai retournement du circuit, on a Djokovic qui vient s'inviter à la table de Federer et de Nadal. Entre 2012 et 2014, on a une installation durable de Djokovic au sommet du tennis. Il gagne l'Open d'Australie mais surtout continue de gagner des Masters 1000 après avoir battu Nadal à Madrid et Rome. Il gagne Monte-Carlo en 2013 en rebattant Nadal en finale. Il gagne Rome en 2014 en rebattant Nadal en finale. En 2012, on a Federer qui regagne Wimbledon, son 17e titre du Grand Chelem. Et en 2013, on a Nadal qui fait un comeback fou après sa blessure au genou gauche. Et il remporte cette année-là Sao Paulo, Acapulco, Indian Wells, Barcelone, Madrid, Rome, Roland-Garros, Montréal, Cincinnati et l'US Open. Et il signe donc l'une de ses saisons les plus prolifiques de sa carrière. En 2015 et 2016, on a un Djokovic qui entre définitivement dans la légende. Il est quasiment imbattable, il réussit à battre Nadal à Roland-Garros. Il fait le petit chelem en 2015 et réalise le grand chelem entre Wimbledon 2015 et Roland-Garros 2016. Et voilà, il roule globalement sur le tennis, c'est un niveau qui avait rarement été atteint sur toutes les surfaces, c'est le joueur le plus complet parce qu'à cette époque, il est plus fort que Rafa sur terre battue et que Roger sur gazon. Et en 2015, il gagne l'Open d'Australie, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Rome, Wimbledon, l'US Open, Shanghai, Bercy et le Masters. Et regardez-moi à quel point il domine ce tennis mondial, il a plus de 16 000 points, presque le double de points sur son dauphin à l'époque Andy Murray. Mais bon, ça reste assez monstrueux ce top 10, on a quand même un peloton de tête qui vend du rêve, on a quand même 4-5 joueurs qui pouvaient gagner des grands chelems, même si à cette époque Novak gagnait tout. Et voilà, on avait des joueurs très solides comme Nishikori, Ferrer, Berdych qui allaient très loin dans les gros tournois. En 2017 et 2018, on a une grosse décompression de Djokovic avec sa blessure au coude qui laisse Rafa et Roger revenir au top. En 2017, Nadal et Federer se partagent les 4 grands chelems, mais c'était sans compter sur le retour de ce dernier mi-2018 qui s'est octroyé Wimbledon, Cincinnati, l'US Open et Shanghai pour bien remettre les pendules à l'heure. En 2019, c'est à Nadal et Djokovic de se partager les 4 grands chelems. Les deux hommes n'ont aucune pitié, ils marchent sur le tennis. Djokovic remporte l'Open d'Australie, Wimbledon, Madrid et Bercy, tandis que Nadal gagne Roland-Garros, l'US Open, Rome et Montréal. Quant à Roger Federer, le Suisse réalise le dernier gros grand chelem de sa carrière à Wimbledon en 2019 en ayant 2 balles de match contre Djokovic, ce terrible match pour lui, et il déclinera progressivement par la suite. Mais du coup, j'ai une question naturellement qui me vient en tête. Pourquoi le tennis était-il si plaisant à voir, si divertissant ? Plein de saveurs. Déjà, si vous êtes d'accord avec le constat que je viens de vous décrire, vous pouvez me répondre en commentaire pourquoi vous pensez que c'était plus plaisant à l'époque. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux que dans les années 2000 ou 2010, je vous invite également à me répondre à tout ça. Bah moi je pense que c'est parce que l'histoire qu'ils nous ont racontée, elle est unique. Bien sûr, l'histoire de Rafa et Roger qui sont rejoints par Djokovic qui les perturbe, est digne d'un grand scénario, parce que dans l'esprit des gens, on a 2 rois, alors chacun choisit le sien, et alors qu'on a Nadal et Federer où chacun construit son royaume progressivement, conquiert différents territoires, développe ses armes et renforce sa défense, on a le méchant qui vient les titiller jusqu'à s'octroyer lui-même une 3e couronne et bâtir un royaume quasiment équivalent aux 2 autres. Et ce qui a été fabuleux dans cette ère, c'est que les 3 se sont constamment tirés vers le haut mutuellement. Et en plus de ça, ils ont obligé les autres à progresser à un niveau qu'ils n'auraient jamais atteint sans eux. Et mon fils témoigne très bien à ce propos. Grâce à ces mecs-là, j'ai évolué, j'ai gagné beaucoup de matchs que j'aurais pas gagné sans eux. Et donc cette progression constante dont ils ont fait preuve nous a offert des grands moments de tennis et même de sport tout court. Federer, Nadal à Wimbledon 2008, Djokovic, Nadal à l'Open d'Australie 2012, Federer, Djokovic à Roland-Garros 2011, il est là l'héritage. Ce sont des images que nous avons tous en tête encore aujourd'hui et qui laisseront dans la mémoire collective. Et donc ces chefs-d'œuvre ont évidemment une grande part de responsabilité dans le côté magique
majestueux de cette décennie. Cette décennie 2010, elle est belle non seulement parce qu'on a eu le Big Three, mais aussi parce qu'on a eu des joueurs capables de titiller Federer, Nadal et Djokovic et remporter au moins un grand chelem. Murray, Wawrinka, Cilic, Del Potro. Arrêtons-nous un instant sur ces joueurs-là qui ont réussi à déplacer des montagnes pour gagner un grand chelem. Entre 2011 et 2016, Andy Murray y participe à 23 grands chelems. Sur ces 23 grands chelems, il a atteint 16 fois les demi-finales. 16 demi-finales sur 23 grands chelems de jouer. Monstrueux. Et d'ailleurs, ils en payent tous le prix aujourd'hui, étant donné qu'ils sont tous passés à l'hosto et ils finissent tous diminués du fait d'avoir forcé leur destin. Et ils sont aussi la raison pour laquelle les années 2010 étaient complètement folles. Et par exemple, regardez-moi ce top 10 si on prend la fin de l'année 2013. Regardez-moi encore la densité de ce top. On n'a que des monstres, que des prétendants aux plus grands titres. On a 6 vainqueurs de Grand Chelem, Nadal, Djokovic, Murray, Del Potro, Federer, Wawrinka, et on a la crème de la crème avec notamment un écart terrifiant entre Nadal, Djokovic et le reste. Cette décennie 2010, elle est belle parce qu'on a aussi des joueurs qui ont marqué le tennis de par leur niveau et leur persévérance sans même parvenir à décrocher le Graal. Ferrer, Nishikori, Berdych, Tsonga, Raonic, Dimitrov. La richesse de cette décennie, c'est aussi eux. Eux aussi ont eu à un moment leurs belles heures en remportant des gros titres, en tutoyant les sommets en termes de niveau de jeu et en titillant les 3 ogres. Prenons-les 1 à 1. Berdych, jeu complet, ultra agressif, correspondant parfaitement au jeu de fond de cours. Et il a réussi notamment à battre Federer à Wimbledon 2010 et à l'US Open 2012. Nishikori, petit gabarit mais jeu ultra solide, considéré comme le meilleur revers du circuit après celui de Djokovic. Il a réussi notamment à battre Novak Djokovic à l'US Open en 2016 ou Rafael Nadal au JO pour la 3e place. Jo-Wilfried Tsonga, genre très puissant, puncher avec un gros service, un gros coup droit, une belle volée. Il a notamment réussi à battre Djokovic à l'Open d'Australie en 2011, Federer à Wimbledon en 2011 ou Nadal à l'Open d'Australie en 2008. David Ferrer, petit gabarit mais aucune faille, un guerrier puissant des deux côtés. Il a réussi à battre Nadal à l'Open d'Australie et Djokovic au Masters tous les deux en 2011. Milos Raonic, joueur ultra puissant avec un enchaînement service-coup droit redoutable. Il a réussi à battre Federer dans son jardin à Wimbledon en 2016. Grigor Dimitrov, joueur ultra complet, solide dans tous les compartiments du jeu, gros physique. Il a réussi notamment à battre Roger Federer à l'US Open en 2019. Donc concrètement, on n'a que des machines de guerre et c'est finalement cette richesse de joueurs, de profils, de talents qui a fait une époque incroyable en termes de niveau atteint et de diversité de styles de jeu, même si on était beaucoup du fond du cours. C'était donc incroyablement divertissant de suivre le circuit à l'année où on avait un top 10 voire un top 20 hyper dense et des joueurs au plus haut niveau qui décevaient très rarement en Masters 1000 et en Grand Chelem. Pour finir sur cette décennie 2010, il faut dire que le tennis était plus excitant de par ses formes. Effectivement, premier point, en Grand Chelem on ne s'arrêtait pas au tie-break ou au super tie-break du 5e set. Il y avait ces 2 jeux d'écart pour départager les 2 joueurs, donc ça se joue au plus endurant, au plus solide, au plus fort physiquement, au plus fort mentalement, qui donnait des moments légendaires dans l'histoire du tennis. Je suis sûr que vous les avez en tête, le Isner-Mahut, le Isner-Paul-Henri Mathieu, tout ça, on peut plus les avoir aujourd'hui. Deuxième point, on avait les finales de Masters 1000 qui se disputaient en 3 sets gagnants, donc là ça a apporté un grain de folie en fin de tournoi. On avait un énorme combat entre 2 joueurs qui s'arrachaient pour aller remporter le titre, et on avait surtout un vrai spectacle pour le public, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On voit qu'une finale en Masters 1000, ça peut aller très vite. Alors ça c'est plus un point qui correspond aux années 2000 où on pouvait encore avoir ces finales en 5-7 en Masters 1000. Et enfin, troisième point, la Coupe Davis. La vraie, la pure, l'authentique, celle qui respire la passion, celle qui dégouline de chaleur, la chaleur humaine des supporters qui pouvaient encourager leurs joueurs ou leurs joueuses préférées, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Pour comprendre davantage comment on en est arrivé à ce circuit en 2023, basculons sur la next-gen, cette next-gen qui s'est tant fait attendre. Je suis sûr que vous avez entendu cette expression des centaines de fois si vous suiviez le circuit ces dernières années. Cette génération dont on a tant parlé et ce terme next-gen qui n'est en fait qu'un qualificatif pour mettre dans le même panier des joueurs nés dans les années 1990 comme Zverev, Thiem, Tsitsipas, Medvedev,
Prince Berrettini. Ce sont ces joueurs chez lesquels on a très vite décelé un talent indéniable, une capacité à développer un niveau de jeu hors du commun, le tout à un âge très jeune. Et en effet, ils étaient très attendus étant donné que Federer, Nadal, Djokovic prenaient de l'âge et commençaient à accumuler des blessures qui comptaient double. Souvenez-vous, mi-2016, on a Nadal et Federer qui sont quasiment en béquille, on pense qu'ils ne peuvent plus revenir. 2017, Djokovic se fait opérer du coude, donc tout le monde pense clairement qu'on est sur la fin pour le Big Three, et à juste titre étant donné qu'il joue moins et que les blessures s'accumulent notamment pour Nadal. Et du coup, l'attente autour de la next-gen est assez énorme, ce sont sur leurs épaules que vont reposer les 10-15 prochaines années de tennis et toute l'économie qui en découle. Et la question, ça va être comment remplir des stades avec ces joueurs-là, étant donné que Roland Garros n'aura plus le même impact sans Rafael Nadal, Wimbledon n'aura plus la même saveur sans Federer et Djokovic, il y a une certaine peur de l'après Big Three, et donc il y a une vraie volonté de pousser cette génération jusqu'à en construire un vrai produit marketing autour duquel retenir les fans qui pourraient quitter le navire, mais aussi attirer un nouveau public peut-être plus sensible à de la jeunesse dans le tennis. Mais un produit marketing poussé à son paroxysme, au point de créer un tournoi en mode master spécialement réservé à cette next-gen, le tout en essayant de contourner certaines règles historiques du tennis. Et on parlait d'attente parce que eux-mêmes ont su nourrir cette attente très tôt dans leur carrière. Prenons Alexander Zverev en 2017, quand il arrive, il a 20 ans et il va gagner Rome, Montréal et battre 7 top 10 dans cette année. Il a 20 ans. L'année d'après, il remportera Madrid et le Masters. Prenons Dominic Thiem qui fait finale à Madrid en 2017 et en 2018, finale à Roland Garros en 2018 et en 2019 et qui va gagner Indian Wells en 2019 contre Federer. Et prenons Stefanos Tsitsipas qui atteint la finale à Toronto en 2018, notamment en battant Djokovic, Zverev, Anderson. Il atteint également la demi-finale de l'Open d'Australie en 2019 en battant Federer. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour voir ces jeunes prendre le relais et triompher en Grand Chelem. Néanmoins, si on fait une analyse de l'existant en rentrant dans le réel avec une analogie bienvenue, un produit qui est mis en vente doit afficher une preuve par le concept. Il doit démontrer sa faisabilité et sa performance sur le marché. Or, dans notre cas, le produit next-gen n'a pas su transformer l'essai et prendre le relais sur le Big Three. Alors attention, quand je parle de prendre le relais, c'est pas gagner tous les grands chelems et ne rien laisser aux autres comme l'ont fait les trois, mais c'est avoir gagné un ou deux grands chelems chacun et avoir accumulé beaucoup d'expérience en demi-finale et en finale de grand chelem. Or, je suis désolé, mais Thiem, Zverev et Tsitsipas n'ont pas joué un tas de finales en grand chelem. On note simplement la victoire de Dominic Thiem à l'US Open en 2020, en période bien triste de Covid, où Djokovic avait été disqualifié en quart de finale. C'est le seul grand chelem pour les trois joueurs. Globalement, ils se sont cassés les dents contre le Big Three, alors il faut pas les accabler parce que ce sont pas les seuls, mais sur une échelle chronologique, c'est pas Nalbandian et Davydenko qui auraient dû mettre fin à leur domination, c'est pas Tsonga, Berdych, Ferrer qui auraient dû mettre fin à leur domination étant donné qu'ils avaient le même âge, mais c'était eux les plus jeunes qui avaient un avantage physique sur eux et qui auraient dû mettre fin à leur domination. Le seul qui a réussi à forcer son destin et à se défaire des trois monstres, ou au moins à un des trois monstres pour remporter un grand chelem, c'est Daniil Medvedev. Rappelez-vous, US Open 2021, finale contre Djokovic qui a un match de faire le grand chelem calendaire. Pour Daniil Medvedev, c'est sa troisième finale en grand chelem et c'est la bonne. Alors dire que Novak avait une pression monstrueuse pendant le match, c'est vrai. Dire que c'est en partie à cause de l'enjeu de ce match qu'il n'a pas fait une grande partie, c'est vrai. Mais dire que Daniil a joué une grande finale avec un niveau de jeu fou pendant 3 sets, c'est vrai. Donc il faut absolument pas minimiser ce qu'a fait Medvedev et ça fait de lui le seul de la next-gen à avoir remporté un grand chelem en battant un des trois. Et donc un nouveau circuit qui laisse à désirer. Et bah oui, résultat des courses, cette next-gen qui était censée prendre le pouvoir en fin de décennie a échoué, a laissé le Big Three se gaver encore plus de grands chelems. Entre 2017 et 2020 ont eu lieu 15 grands chelems, 14 d'entre eux ont été pris par le Big Three. Et donc ce rendez-vous manqué de la next-gen a créé un certain déséquilibre parce que dans la logique, le duel actuel aurait dû confronter la next-gen, à savoir Thiem, Tsitsipas, Zverev, à la toute nouvelle génération, à savoir Alcaraz, Sinner et Rune. Et cette histoire, elle aurait eu beaucoup plus de charme et elle aurait permis au public de choisir son joueur favori ou son groupe de joueurs favoris à la manière que les gens ont choisi Roger ou Rafa, puis Novak. Tandis que là, le choix, il repose entre Djokovic, qu'on connaît depuis 15 ans, et qui est entre guillemets le moins apprécié des trois gros, et quelques joueurs de la toute nouvelle génération, à savoir Alcaraz ou Sinner.
C'est tout. Bien sûr, il y a d'autres profils très intéressants sur le circuit, mais qui ne s'intègrent pas à un scénario qu'on a envie de suivre avec passion. Et regardez-moi ce top 10 de fin d'année 2023, il y a un énorme déséquilibre. On a 3 vainqueurs de Grand Chelem, dont Novak qui en a gagné 24, Alcaraz 2 et Medvedev 1. Donc déjà, l'écart est significatif. Et surtout des joueurs qui manquent d'expérience par rapport à Djokovic. Sinner et Hurkacz ont atteint chacun une demi-finale en carrière, tandis que Rublev, Rune et Fritz, c'est 0 demi-finale pour chacun. Alors la question c'est pourquoi on se retrouve avec un circuit qui laisse à désirer? Tout simplement parce qu'on a peu de repères, on a peu de matière sur laquelle s'accrocher. Et globalement, l'histoire de 2023, c'est Djokovic contre le reste du monde. Et malheureusement, le public n'a aucun repère avec ce reste du monde. Pourtant, Djokovic contre le reste du monde, c'est un modèle qu'on peut dupliquer à l'année 2015. Par contre, 2015, comme on l'a vu juste avant, c'est une densité tennistique complètement folle. Et on avait d'innombrables repères et surtout des histoires dont on voulait connaître le prochain chapitre. Notez ce qui s'est passé en 2015. Djokovic récupère son titre à l'Open d'Australie. À Roland-Garros, c'était soit la décima de Rafa, soit le premier titre pour Djokovic. Et au final, c'était même pas ça. C'est Stan Wawrinka qui a créé l'énorme surprise. C'était une grosse rivalité entre Djokovic et Federer à Wimbledon, à Cincinnati et à l'US Open. Donc en bref, une année parsemée de rendez-vous auxquels les gens voulaient à tout prix assister. Évidemment, le manque de repères aujourd'hui est aussi dû à la période de transition, dans le sens où les meilleurs sont soit sur la fin, soit en début de carrière. Et pour rejoindre le point précédent, cette transition, elle aurait dû s'opérer avec la next-gen et non avec les joueurs qui sont nés dans les années 2000. La next-gen aurait engrangé beaucoup d'expérience en Grand Chelem, en demi-finale et en finale, tandis que là, la seule finale qui a opposé 2 membres de la next-gen en Grand Chelem, c'est l'US Open 2020, ce fameux Team Zverev, et excusez-moi, ce match assez pauvre tennistiquement, où Team finit le match en sliçant uniquement côté revers. Par conséquent, avec cette configuration sur le circuit, c'est presque impossible d'avoir des chefs-d'œuvre comme on a eu dans les années 2010. Le seul gros match en 2023 qui peut s'approcher d'un chef-d'œuvre, c'est peut-être le Djokovic-Alcaraz à Wimbledon, où on a quand même 2-6-1 dans la partie, mais bon, on va pas se plaindre. Le seul dans tout ça qui reste à sa place, qui reste au top, qui reste au sommet, c'est Djokovic, l'insubmersible Djokovic. On l'a dit, il arrive en 2008, il gagne l'Open d'Australie. Par la suite, dans sa carrière, il réalise 4 saisons exceptionnelles, où il fait le petit chelem à chaque fois. En 2011, où il fait une arrivée fracassante, où il bat un top 10 qui est très dense, où il bat Nadal 6 fois en finale. Il marque clairement les esprits, il dit au monde entier qu'il sera là pour très longtemps. En 2015, où c'est l'année de l'ultra-domination pour Djokovic, où à chaque fois qu'il participe à un Grand Chelem ou un Masters 1000, il atteint la finale. C'est une année où il est bien au-dessus du lot, bien au-dessus d'une concurrence qui affiche des failles face à un Djokovic sûr de son tennis. Mais on a aussi l'année 2021, une année quasi parfaite en Grand Chelem, avec quasiment le Grand Chelem à un match près avec cette finale à l'US Open. Il se bat contre des jeunes et gagne les grands matchs peut-être par manque d'expérience de ses adversaires. On pense à cette finale à Roland-Garros contre Tsitsipas en 2021 où il est mené 2-7-0, ou alors cette finale à Wimbledon contre Berrettini qui n'arrive pas à enfoncer le clou. Et on a cette année 2023 où Djokovic se bagarre encore une fois face aux jeunes, mais où le résultat ne va que dans un sens, mis à part cette finale à Wimbledon. Mais alors si on prend ces 4 années, quelle a été l'année où Djokovic a le mieux joué? Personnellement, j'ai des souvenirs de 2015 où Djokovic marche sur l'eau, mais si on met la concurrence et le contexte dans tout ça, peut-être que 2011 est la saison où il a été le plus fort. En 2011, il était amené à batailler davantage parce que la concurrence était hyper relevée, des matchs de fou qu'on n'a plus aujourd'hui. Il a dû jouer Nadal, Federer, Murray plusieurs fois pour s'imposer, et même si en 2015 il a un niveau de jeu stratosphérique, on a un Nadal qui fait peut-être la pire saison de sa carrière, et en 2021 il faut dire qu'il prend l'Open d'Australie avec un Daniil Medvedev en finale peu offensif, et en finale à Wimbledon il joue Berrettini qui est vraiment moins fort côté revers. En 2023 c'est un peu similaire, on l'a dit, c'est 3 finales en majeur, Open d'Australie, Roland-Garros, US, où globalement ses adversaires sont peu mordants et ne l'inquiètent pas du tout. Et donc on peut comprendre qu'une forme de lassitude s'installe aujourd'hui parce que les autres étaient peut-être plus robustes à l'époque. Là on a un top 10 qui tient peut-être moins son rang et honore moins son statut. Quoi qu'il arrive, Novak Djokovic c'est le dénominateur commun de ces 15 dernières années, c'est celui qui reste au sommet et qui continue de faire vivre le tennis. Qu'espérer dans les prochaines années pour un
circuit plus excitant. À vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous espérez. Personnellement, pour un circuit plus attractif, plus divertissant, j'attends un accroissement général du niveau de jeu sur le circuit avec des joueurs qui arrivent à tirer le meilleur de Novak Djokovic et qui arrivent à le challenger plus souvent, notamment dans les grands rendez-vous en Grand Chelem, à la manière que le Big Three s'est tiré vers le haut dans les années 2010, parce que là on a un Djokovic qui a 36 ans et qui en 2023 est à 27 victoires pour une défaite en Grand Chelem face à des joueurs qui ont entre 20 et 25 ans et qui sont censés être à leur prime physique. J'y vois un gros problème quand même. J'attends un bon groupe de joueurs qui commencent à performer de manière durable et atteindre les deuxièmes semaines de Grand Chelem beaucoup plus fréquemment, comme les Ferrer, les Nishikori, les Tsonga dans les années 2010, et ça permettra vraiment d'avoir des repères et des rivalités naissantes sur le long terme. Tout à l'heure, je vous énumérais les différentes histoires en 2015 qu'on voulait suivre. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas d'histoire à suivre, mis à part peut-être l'évolution de la rivalité entre Djokovic et Alcaraz, et forcément qu'on aura des leaders à l'avenir. Alcaraz, Sinner, Rune, on peut les imaginer comme le futur Big Three, mais reste à voir émerger d'autres joueurs capables de taper ce Big Three pour avoir des belles histoires. Et en dernier lieu, c'est peut-être d'avoir des joueurs avec une identité, avec un caractère, des joueurs qui sortent du lot. Aujourd'hui, des Kyrgios, des Rune, des Shelton, c'est des joueurs qui font du bien au tennis en termes de visibilité. Mais tout ça, ça pose encore la question de jusqu'où peuvent-ils aller dans le show, dans le spectacle. Donc forcément, il faut trouver le juste milieu. En tout cas, dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec tout ce que je viens de dire. N'hésite pas à liker cette vidéo, ça nous aide beaucoup. N'hésite surtout pas à assister à notre live qui aura lieu le lundi 4 décembre à 19h où on va débriefer de toute l'année 2023 et aussi où on va faire nos prédictions pour 2024. Donc t'es vraiment le bienvenu. En tout cas, prends soin de toi, c'est le plus important. Ciao.